dans ce panel, nous allons parler de contexte d'enseignement en anglais. Il sera question de qualité, de sélection, et en particulier ces deux mots-clés, qualité et sélection, seront, je pense, les mots qui vont le plus nous interroger à propos de l'insertion de ces curriculums en anglais. Alors tout de suite, la parole à Marc Denner de l'Université de Lorraine. Voilà. Je discutais avec le dernier intervenant de la matinée, qui s'appelle M. Catillon, si je me souviens bien, et on parlait de la loi Fioraso, bon, qui donc est passée. Il y avait un grand débat il y a 2 ans là autour. Et effectivement, moi, je me posais la question de savoir quel est le problème, finalement. Quel est le problème? Bon, on venait de la loi Toubon, puis alors il y avait une certaine généralisation de l'anglais, comme disait M. Catillon, peut-être parce qu'il y avait un état de fait, mais après tout, est-ce que c'est pas un peu ringard puisque les cours en anglais, tout anglais, ça se fait, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas acte? Donc j'ai voulu voir un petit peu ce qui se passait là où je suis, à l'Université de Lorraine, et peut-être étendre un petit peu mes investigations. Alors j'ai compris assez vite le problème quand j'ai vu les données que j'ai récoltées. Si vous regardez ici, donc ici à gauche sur le handout, il y a un peu plus de détails, mais je prends simplement ceci. Si on prend les enseignants, etc., on a à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en sciences, il y a à peu près 2 tiers des personnes qui peuvent fonctionner assez normalement en anglais. Il y en a quand même un tiers qui ne peuvent pas fonctionner. Si on voit par exemple en droit, il y en a très peu. Au fait, dans la réalité, il y en a 2 ou 3 sur l'ensemble de la faculté de droit chez nous. On voit ici, alors ici il faut savoir que ECO, ça veut dire les sciences économiques dans le département de l'UFR droit, et ici ECO-commerce, ça veut dire l'école de commerce de Nancy. Alors ici, j'ai pas mis éco-commerce pour des raisons statistiques, c'est-à-dire que j'avais pas un échantillon suffisamment important, mais on a à peu près la même chose chez les étudiants, bien que quand je dis, je connais assez bien le collègue qui s'occupe de ce qu'on appelle le English Track. Il me disait l'an dernier, dans le English Track, il y avait 125 étudiants. Il y avait environ 25 étudiants pour qui il disait il n'y a aucun problème. Les 25 suivants, c'est un peu problématique. Les 75 suivants, il faut leur demander un résumé en français de leur copie parce qu'autrement, on ne les comprend pas. Donc, généraliser l'enseignement en anglais et faire des diplômes tout en anglais dans ce contexte-là, oui, il y a un problème. Il n'y a pas de doute, c'est complètement irresponsable. Donc il n'y a que dans les écoles de commerce, et encore dans les écoles de commerce, par exemple à HEC, par exemple, ils y arrivent, mais ils y arrivent dans, je dirais, le pool de ce qu'ils appellent la grande école, parce qu'ils ont de multiples diplômes, et ils disent ailleurs, il y a quand même beaucoup de problèmes. Le problème, c'est qu'effectivement les grandes écoles, récemment, ont recruté pratiquement que des étrangers, dont certains ne parlent pas le français, ce qui fait qu'en gros, les Français qui communiquent par email avec leurs collègues en français se font engueuler parce qu'ils utilisent une langue qu'on ne comprend pas. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de problèmes, y compris dans les écoles de commerce. Alors si on regarde l'utilisation que font les étudiants et les enseignants, on voit que quand même il y a beaucoup de personnes, et surtout au point de vue de la lecture, etc., d'enseignants qui utilisent l'anglais, ne fût-ce que pour leur lecture. Mais on voit que pour les étudiants, ici j'ai pris au point de vue des études, on dit qu'ils le lisent ici en rouge à peu près 1 fois par semaine, ils lisent un peu d'anglais. Alors il y a un peu un espoir pour ici, c'est du côté des loisirs. Au fait, il y a pas mal d'étudiants qui l'utilisent, enfin pas mal, quand je dis pas mal, c'est 20%, mais qui l'utilisent tous les jours. Et notamment de façon assez intéressante dans les écoles d'ingénieurs, c'est un peu plus élevé que les autres, où ils l'utilisent pour regarder les séries américaines, etc. Donc ça donne un peu de food for thought pour certains amis comme Jeffrey Socket, etc. etc. Donc la question ici. Alors on regarde j'ai essayé de faire une comparaison entre licence et master, et j'ai obtenu aucune différence. Le niveau n'est pas plus élevé en master qu'en licence. Alors que si je compare par exemple ici à l'étude qui est l'étude de Bolton et Kuteva en Suède, souvent on compare la Suède parce que dans les classements, c'est le pays où on connaît soi-disant le mieux l'anglais. Alors on voit ici que
l'anglais au niveau undergraduate, mais bon, on l'a expliqué à travers la loi de 2009, est au fait relativement peu utilisé au niveau de la licence, mais au niveau du master, il y a une différence relativement importante. Donc il y a deux questions qui se posent. Donc, alors ici, bon, on peut se demander donc deux questions, je dirais. La première, c'est bon, pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'anglais alors que personne ne le comprend, en gros, et surtout que la plupart des études, comme je le disais, ont montré que ça posait plus de problèmes que ça en résolvait. Alors j'ai pris ici quelques petits exemples. Bon, peut-être que je peux le laisser lire, le collègue Jean-Claude Usinier qui disait qu'à un certain moment, à Neuchâtel, il enseignait, on lui demandait d'enseigner en anglais. Alors, de façon intéressante, les étudiants internationaux, notamment les Hollandais, demandaient à ce qu'on utilise le français. Ils n'étaient pas venus à Neuchâtel pour faire les choses en anglais. Donc, il le faisait dans les deux langues. À un certain moment, l'administration lui a demandé de ne plus utiliser le français. Et donc, il l'a fait uniquement en anglais. Le problème, il disait, c'est que, comme on l'a vu à l'ICN, au fait, on ne comprenait pas les copies des étudiants. Donc, il disait, bon, si on ne peut pas lire les copies des étudiants, il y a beaucoup de chances qu'ils ne comprennent pas les cours non plus. Donc, au point de vue de la qualité, ça laisse un peu à désirer. Bolton Écouté va en Suède, nous dit « Several undergraduate students made comments about English medium instruction. Some of them offered a rather negative assessment of taking lectures in English with reference to the teacher's poor language skills. The vast majority of undergraduate students responded that they were much more able to discuss their academic interests in Swedish than in English. » Alors ici, Tang au Danemark, un comment to all, elle a fait interviewer une vingtaine d'enseignants, is that the shift from Danish to English affects the respondents' ability to communicate knowledge in an effective and student-friendly manner. Second language users, lecturers will not have the same, I guess there is some mistake here, the same range of linguistic resources and registers as they do in their native language, and they find that something goes missing when their message is translated into English. Et finalement, Shohami, à la fin d'un bouquin sur EMI, the analysis of 4 types of approaches to medium of instruction will be described, leading to critical arguments as to the use of EMI at universities, which are driven mostly by ideological and economic motivations and less by educational benefits of maximizing academic knowledge. Et donc, en fait, bon, je pourrais les multiplier au moins les citations, mais pratiquement toutes les études qu'on a faites maintenant, bon, hier on me disait, mais on ne peut pas le prouver. Non, on ne peut pas prouver ce genre de choses. Mais à partir du moment où pratiquement toutes les études vont dans la même direction, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, ce qui m'a comme j'ai une fille pour le moment qui est au lycée, bon, il y a quelque chose qui, bon, je suis un petit peu, je suis dans les conseils de classe, etc., etc. Je me dis, ben, quelle est la conséquence sur l'ensemble du système éducatif? Et donc, je suis un peu allé voir dans les études qui ont été faites sur les inégalités dans le système scolaire et en quoi est-ce que cette situation pourrait nourrir l'ensemble du système de façon relativement systémique. Comme le disait M. Catillon auparavant, ça a toujours existé, mais il n'empêche qu'on sait que, par exemple, suite aux études PISA, etc., la France, bon, et la Belgique aussi, sont des pays qui sont plutôt des mauvais élèves dans ce sens-là. Et est-ce que, justement, la généralisation de l'anglais, le fait simplement de dire que dans les grandes écoles, on va parler l'anglais, est-ce que ça ne va pas avoir une influence systémique sur l'ensemble du système? Alors ici, je prends une citation que j'ai trouvée dimanche dernier, de façon tout à fait opportune dans le Monde, par la sociologue de l'éducation Marie Durubella, qui dit l'institution scolaire a en effet une double fonction, parce qu'on lui pose la question, est-ce que le système scolaire, c'est pas le but c'est pas une des fonctions du système scolaire, finalement, de produire une élite, donc où est le problème? C'est un peu comme quand on vous dit, bon, il y a des gens qui sont riches, quel est le problème que les gens soient riches? L'institution scolaire, en effet, elle répond, une double fonction. D'abord, elle doit former une classe d'âge de manière homogène dans le cadre d'une scolarité obligatoire financée par l'argent public. Mais cette école obligatoire doit aussi préparer des emplois inégaux. Tous les pays riches qui ont un système scolaire assez long sont confrontés à ces difficultés. Le fait de déterminer à quel niveau de sélection doit commencer est un choix politique crucial. Le problème est qu'en France, cette sélection se profile de plus en plus tôt par une séparation précoce des bons et des moins bons. Ce tri détermine en partie l'organisation du système. Le supérieur détermine le lycée détermine le collège, et ainsi de suite. Donc ça va du haut en bas.
Tout se passe comme si l'école était avant tout destinée à produire des élites. Donc c'est un peu ça là-dessus que je voulais insister. Alors on remarque que effectivement les stratégies, si vous voulez, quand on regarde les stratégies qui sont utilisées par les principaux on dit, de collèges et les proviseurs de lycée, pour eux c'est le fait de vendre leur école, de défendre la réputation de leur école. Et ils le disent assez clairement dans les enquêtes. Ici, quelqu'un qui est un principal de collège. Alors là, c'est la lettre mensuelle du collège qui est envoyée à toutes les familles. C'est de la communication interne et externe. Vous avez la section européenne anglais qui est présentée. C'est tout ce qui mérite d'être représenté et valorisé dans l'enseignement. Alors, on remarque que donc l'existence même, pour aller vite, des classes européennes et des classes donc internationales, au point de vue de l'administration et au point de vue du système, au fait, c'est pour attirer les bons élèves. Et forcément, il y a quelque part, qu'est-ce qu'on fait des autres? On les met dans d'autres classes. Alors, il y a déjà une situation plus ou moins existante, on le connaît tous dans nos villes, etc. Tout le monde dit il y a les bonnes écoles, il faut aller là, etc. etc. Alors, il y a deux stratégies, si vous voulez. L'une, c'est effectivement d'avoir uniquement des bonnes classes. Bon. Mais ça, c'est plus ou moins un état de fait, je dirais d'une certaine façon. Et puis alors après, bon, il y a quand même dans certains collèges un effort qui est fait, effectivement. Alors la réaction de l'éducation nationale a été, quand il y avait des collèges difficiles, comme on dit, des ZEP, etc., c'était de mettre des classes internationales. Ou des classes, et bon, on le fait dès le collège. Alors ce qui se passe, c'est que assez tôt, moi, il y a régulièrement des parents, des amis, etc., qui me demandent, tiens, je voudrais que ma fille fasse la classe européenne ou internationale. Bon, ils ont 12 ou 13 ans, d'accord? Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un pour leur enseigner l'anglais? Donc pour qu'ils soient dans des bonnes classes, d'accord? Donc la stratégie est assez claire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à 12 ou 13 ans, ils prennent des cours qui coûtent plus ou moins cher. Bon. Et puis alors, ils commencent à faire des séjours linguistiques, etc., qui sont en général à peu près à 2 000 € pendant une période de vacances. 2 000 € pour certaines personnes, ça fait 2 mois de salaire. Donc, vous voyez tout à fait la stratégie. Alors on pourrait croire, c'est pas parce qu'il y a de bons élèves que les autres sont mauvais. Mais assez souvent, par exemple dans les classes, alors c'est très intéressant parce que maintenant ce sont mes anciens élèves qui sont responsables des classes internationales à Nancy, etc. Quand je veux les contacter, parfois j'ai des réponses, mais parfois c'est difficile. Je préfère ne pas en parler, au fait, parce qu'ils sont assez conscients de ce qui se dit autour de ces classes. Et ici, de nouveau, les mêmes auteurs qui nous disent rassembler dans un établissement les meilleurs élèves dans des parcours d'excellence, des classes internationales et européennes, implique inévitablement une spécialisation qui se fait au détriment des établissements les moins attractifs, qui reçoivent ainsi pour mission de scolariser les plus faibles. L'exemple des lycées et de leur évaluation par les indicateurs de performance est révélateur de ce jeu à somme nulle. Ceux qui gagnent sur le marché scolaire en recevant de bien meilleurs élèves sur le plan scolaire que ceux qui laisseraient supposer leurs caractéristiques socio-démographiques, c'est-à-dire par rapport à, puisqu'il y a la carte scolaire, normalement on devrait avoir une répartition par rapport à la carte, n'ont aucun mal à produire une valeur ajoutée positive, alors que ceux qui partent avec un handicap, en accueillant massivement des élèves scolairement plus faibles que l'attendu, n'y arrivent presque jamais. Alors, une des raisons aussi, c'est que, au fait, la stratégie qui consiste à mettre des classes internationales et donc des classes de langue ne marche pas tant que dans le collège il y a des SECPA, etc. Parce qu'au fait, il y a plutôt un effet repoussoir. Donc les directeurs ou qui essayent de diversifier l'offre, puisque c'était la réaction de l'éducation nationale, de dire pour attirer les élèves dans les collèges entre guillemets les moins désirés, on va mettre des classes internationales, etc. Mais au fait, la plupart du temps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au fait, on voit une SECPA dans une école et automatiquement, elle est repoussée. Donc, au fait, alors qu'est-ce qui se passe
Bon, dans la sociologie de l'éducation, hein, la plupart des personnes, y compris, par exemple, j'ai une citation ici, hein, au corps de la même personne, qui dit qui préconise, au fait, au moins l'idée du collège unique et de le prolonger le plus longtemps possible. Hein, toujours la même sociologue dit, lorsqu'on mélange des élèves de niveaux différents et que les plus forts interagissent avec les plus faibles, ils deviennent encore plus forts. Hein, donc c'est contraire à l'idée de tirer par le bas. Hein. L'hétérogénéité, si j'arrive à le dire, si elle est bien maîtrisée par les enseignants, est un facteur de progression pour les plus faibles, mais aussi pour les plus forts, hein, contrairement à l'idée qu'on a en général. Or ici, on a, y compris dans les collèges les plus défavorisés, hein, on a une logique inverse. Hein. Ce qu'on remarque aussi, en revenant aux enquêtes PISA, etc., c'est que les pays les plus performants, entre guillemets, sont effectivement de nouveau des pays comme la Suède, la Finlande, etc., où il y a l'idée du, entre guillemets, du collège unique qui existe, c'est-à-dire qu'on retarde la sélection et la séparation. Hein. Donc ici, c'est de nouveau une logique de marché, si vous voulez. Alors c'est quand on vient de l'extérieur, bon, tout ce que je dis paraît peut-être évident pour les personnes qui sont françaises. Moi, je ne viens pas de très loin, puisque c'est la Belgique. Mais c'est vrai que quand on n'a pas vécu de l'intérieur et qu'on le vit, il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, quand je fais partie du conseil de classe d'une seconde et qu'on dit tel élève, que c'est le conseil de classe qui décide que les élèves vont aller à gauche et à droite, etc., moi, ça m'a choqué. Je me dis, c'est pas possible, c'est quand même aux parents de décider, mais voilà. Et c'est très difficile, au fait, d'aller contre ça. Donc, c'est le système lui-même qui, un peu comme en parlant de Foucault, etc., de subject position, c'est-à-dire c'est vraiment le système un peu, je dirais, totalitaire, qui place ses pions à gauche et à droite en fonction d'un certain nombre de critères qui seraient qu'on pourrait dire de méritocratique. Après tout, les meilleurs élèves vont dans les meilleures écoles. Au fait, dans la réalité, ce n'est pas du tout comme ça, parce qu'on remarque, par exemple, que dans ce cas-là, il devrait y avoir plus de, entre guillemets, bonnes écoles dans l'Académie de Nantes que l'Académie de Paris, d'accord, puisque les résultats, en général, sur les tests, etc., sont meilleurs, mais c'est l'inverse qui se passe. Donc on a une population plus favorisée dans la région parisienne, elles savent comment utiliser le système. Tandis que dans l'Académie de Nantes, il y a plusieurs zones rurales, etc. Et donc, en fait, ils ont des collèges moins réputés, etc. etc. Donc, en gros, on voit dans ces sections linguistiques, comme je le disais, il y a section linguistique et section linguistique, celle des bonnes écoles et celle des moins bonnes écoles. C'est des établissements défavorisés dans lesquels l'organisation de nombreux séjours linguistiques, parce que c'est un peu la publicité de ces écoles, favorise l'excellence. Il faut bien savoir que un séjour linguistique, c'est vrai que quand on réfléchit bien, faire un séjour linguistique de 15 jours, ça fait à peu près autant d'heures de cours que toute une année. Donc quand il y a un séjour linguistique chaque année, en fait, ils ont 2 fois plus d'heures de cours que les autres. Bon. Mais ces séjours linguistiques, pour prendre un exemple, alors je ne sais pas très bien, dans une école de Nancy, le séjour linguistique de l'année prochaine, c'est 2 800 €. D'accord ? Ils vont aux États-Unis, c'est 2 800 €. Alors je ne vous dis pas, encore une fois, que si vous avez un salaire de 1100 €, c'est un peu dur. Hein. Donc ça génère aussi un peu ce qu'on appelle une vision cosmopolite. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les études, par exemple, d'une personne qui s'appelle Anne-Catherine Wagner montrent qu'au fait, l'élite, parce que, comme on en parlait tout à l'heure, ça devient une classe, au fait, qui depuis le début, est cultivée à l'intérieur d'un monde plus ou moins cosmopolite. D'accord ? Et un monde international auquel les autres n'ont pas véritablement accès. Et ça fait réfléchir aussi, je vais conclure là-dessus, sur la question, par exemple, de l'anglais. C'est que, au fait, alors il y a un article que je n'ai pas encore lu, j'ai lu à l'abstract, mais je crois que c'était en Malaisie ou quelque chose comme ça, où ils disent qu'au fait, dans certaines entreprises, on utilise énormément l'anglais, mais il y a l'anglais de l'élite et il y a l'anglais qui se parle dans l'entreprise. Et donc il y a anglais, tout comme en français. C'était le propos de Bourdieu, de dire qu'au fait, et là il se concentrait sur le français uniquement, il y a une espèce de norme
hein, qui, elle, est la norme qu'il faut parler pour avoir le pouvoir. Donc il y a au fait une variété d'anglais, qui est une espèce de variété internationale qui se développe, qui est liée pas seulement à la langue elle-même, mais à l'expérience de ceux qui parlent cette langue, qui se détachent et auxquels les autres n'ont en fait pas accès. Hein, donc voilà, hein, pour résumer, ce que j'ai essayé de dire, c'est que, bon, en partant au fait d'une généralisation par la loi Fioraso, bon, de l'anglais qui est... Bon, alors, il faut dire que les derniers chiffres de l'OEP montrent que, par exemple, maintenant, contrairement, comme le disait Pierre tout à l'heure, maintenant, normalement, on ne peut pas faire le tout anglais. Il y a quand même, le disait Gilles, quelque chose comme 460, enfin c'est 7,8% des personnes qui le font. Ça, c'est illégal de toute façon. Donc ces universités-là sont dans l'inégalité. Mais il y a de plus en plus, donc au fait, la progression a freiné depuis 2 ans, mais celle où il y a une partie en anglais a explosé, maintenant elle a explosé de 66% ou quelque chose comme ça. Hein, donc on voit à travers ce qui se passe au niveau universitaire des grandes écoles, en fait ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça a un effet véritablement sur l'ensemble du système et explique peut-être des choses comme les chiffres PISA, etc. qu'on obtient. Voilà, merci. Oui, c'est ça, oui. Alors, effectivement, alors là, c'est encore, ça ouvre tout un autre pan de discussion, mais effectivement, ce qui se passe, alors surtout dans les universités, c'est quand même une discussion parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, bon, je ne le mentionnais pas, mais dans les grandes écoles, et à HEC par exemple, et à l'ICN aussi, au fait, ils ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin de cours d'anglais. Parce qu'ils recrutent uniquement des personnes qui connaissent l'anglais. Ce qui me paraît bizarre parce que je connais aucune école de commerce américaine où on n'enseigne pas l'anglais. En France, on n'a pas besoin. D'accord ? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait, entre guillemets, du clean, mais on sait très bien que du clean sans cours de langue, au fait, ne développe pas, ne permet pas de développer des compétences. Alors, nous, on a une comparaison assez simple. Hein, c'est que, par exemple, il y a un droit langue à Toulouse, qui souvent est comparé à notre droit langue que j'ai aidé à développer. Bon, nous, on a toujours des cours de langue à côté des cours donc, de plaisir. Bon. Mais ce qui se passe, à partir d'avant, on a des discussions, les étudiants se connaissent, etc. Mais en fait, les étudiants qui rentrent à Toulouse sont meilleurs en anglais quand ils rentrent, mais ils sont moins bons quand ils sortent. Parce qu'au fait, ils ont tous les cours en anglais, uniquement. Enfin, moi, c'est une question peut-être que c'est un peu long à répondre. Je me demande, quand je vois ton analyse, qui est très très bonne, et celle de Julie aussi, je me demande qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit aller dans le sens d'améliorer l'anglais, etc., ou bien est-ce qu'on doit simplement mettre une croix dessus et puis l'arrêter, quoi? Oui, alors c'est ça, la question politique qui se pose là. Tout à fait. En fait, je dirais qu'il faut, au contraire, ce niveau d'anglais, il n'est pas satisfaisant. Puisque la plupart des étudiants, même en master, ne peuvent pas lire la littérature dans leur domaine. Donc, il faut, au contraire, généraliser, mais maintenant, pour le moment, le problème, c'est que ça fait partie du système de sélection, justement. Hein, c'est-à-dire qu'au fait, on fait l'anglais pour un certain nombre d'étudiants et pas pour tous. Hein, et donc,
Bonjour. Je vais faire cette présentation en anglais et j'ai suivi les règles de la conférence. Donc je vais parler en anglais avec les diapositives en français. À part le titre est en anglais. I'm going to talk to you about my research project, which is part of my PhD at Sussex University under the supervision of Roberta Piazza and Jules Winchester. And this is very much related to my professional work as an English language trainer for undergraduates, postgraduates, and staff at the University of Nantes, which is where I work. And today I'm going to talk to you about my study, which concerns attitudes to the use of English within a scientific community at the Faculty of Science at Nantes University, where I have studied the attitudes to using English. And this is the title of my presentation today. To be good at science, you need to be good at English, is a quotation from one of my participants that I interviewed. Today I'm going to talk to you about the very interesting context of language planning, which is the Loi Fioraso of 2013. I'm going to talk to you about my fieldwork at Nantes University and some of the methods that I used. I'm going to give you a few examples of the results, and I'm currently still thinking and discussing my analysis. So I've been very lucky to start and continue my research during a period of language policy change. And during this conference, we have referred to quite a few times to the Loi Fioraso, which is the law concerning change in language policy in French higher education. If we look carefully at the language here of the law in French, which I've translated into English, I'll let you look at it. It says that the language of instruction in French higher education can be another language than French. The law does not say that this language is English, although that's how the press responded to this aspect of the law. However, associated to this language policy, there was also a senatorial white paper entitled Pour l'attractivité de l'université en France. And the terms that have been very interesting are the words attractivité, which we are hearing more and more, and the term internationalisation, which was also used in the senatorial white paper. This is the context of my study, and it had an impact on what people said when I spoke to them, especially in terms of teaching. So my research study, which I carried out at Nantes University, started with an online questionnaire, and I had 118 respondents. After this initial stage, I was able then to come into contact with 20 lecturers with whom I spoke during an interview. And subsequent to this, some of the people I spoke to told me that they did research, they did teaching in English, and this encouraged me to go and investigate this aspect, which had not been part of my initial research plan, but I really felt that I had to go towards this. So I observed 3 different teachers teaching in English in the departments of biology, electronics, and physics. And this was very much combined with a change in my own career, which has started to include training staff who would like to teach in English, and staff who would like to present at international conferences in English. So this has been part of my new research profile
and career profile. And I thought, well, who better to ask than people who already have experience of teaching in English? And this led me to a very exciting collaborative project with the University of Copenhagen, where the team are coming to Nantes University in December, and they're going to talk to us about competence and evaluation of English competence in an EMI context. So this has been thanks to my research. So my research question throughout this study has been, how do French L1 speaking academics position themselves to the use of English for research and increasingly for teaching? And I'm going to talk about positioning in ways. So positioning in terms of other people, so other scientists that you work with, the participants work with, in their local communities, other colleagues that they've come across in more international situations, such as conferences. I'm going to talk about positioning of different languages within one individual and how these combine in one person. I'm going to talk about positioning language to separate, perhaps diglossic domains for professional and personal uses, and positioning in terms of positioning a teacher responsibility and authority in relation to students. And this is what's going to bring me to show you an example of some interaction during an EMI context. So here are a few examples that I said I would give you. So I used AntConc, which is a tool to help look at language in context and look at words which come closely together in a concordance. And I used this to guide me through some of the themes that came up during the questionnaire responses and the interviews. And one of the things that interested me was the theme of feeling at ease or ill at ease. And if you look here, when I asked participants to describe using English for writing research papers or using English in the context of giving a presentation, they described feeling mal à l'aise, pas très à l'aise, pas assez à l'aise, so not feeling completely at ease. So this could be, for example, feeling that one was less precise or less spontaneous. So working backwards, I thought, well, what does it mean to feel at ease? So by saying how they felt ill at ease, I found that the definition of being at ease was being spontaneous, being funny, being able to be more complex in one's reflection. In the context of meetings in an international situation, there were many references to feeling inferior to native English speakers. This is the terminology they use, native English speakers or Anglophones. And that at times language was described as a barrier, for example. I spoke to you about ease being able to be funny, but however, when you're starting to feel like you're a clown, that is not the same thing. So this was a very negative impression. And to feel ashamed to express oneself in another language. However, so this is quite a negative impression that I've given you. But when I spoke to my participants in the context of language training and preparing for presentations in English, I decided to talk about, using Bush's visual method, talk about all the languages at our disposal with my participants. And here I felt that this was more of a positive impression of what it is to be a multilingual speaker. So in the first example here, we have the context of one of my participants who's a researcher in biology,
and she was learning English and writing English and presenting in English. So she's represented English as the British flag, which is one way to represent nationality. So she said that this was really predominant at the moment because she was concentrating on this aspect. However, she's mainly a French speaker, so she said that this was her main tools of communication, indicating the hands and her mouth. She's, as a researcher and a scientist is someone who observes and wants to learn. She said that the eyes were there for learning, they're blank. She's a biologist, so she knows that the heart is not the seat of the emotions, but she's using it as a metaphor to talk about someone she likes very much in her heart who lives in Spain. Language is one of her languages at her disposal. She feels she doesn't control it as well, she doesn't master it as well, so she's put it lower down in her knee. And like Bush's study, the languages that people felt they didn't speak as much or didn't use as much were lower down in the knees or in the feet. Another participant here that I had in the same workshop is a multilingual speaker. I've put the words because you can't see them very well. She speaks Arab, French, English, and Italian. And here we have a lot more of mixing of all the different colors. Her approach was to first, when I asked her to fill out her language colors on the portrait, was to note down the words she could say in each language. So she asked me during the interaction, well, how do you say knee in English? I don't know how to say genou, for example. Although she speaks English, she said, better than Italian, she felt Italian, which was these mauve colors, was more incorporated. And yesterday, the Nancy Combs team talked about appropriation and incorporation, the incorporation of a language. She felt that it was more part of her identity than English. And English, if you can see, was very much at the peripheries of her language, body language portrait. It's on the extremities here. So she feels that as a learning language, she hasn't really got it in her, as part of her, I won't say core identity, because these portraits can obviously shift and will change over time. During the interviews I had with the participants, I asked them to represent how they used English in their lives. So I asked them to draw a mind map. So these are my scientists being artists. But they quickly started to quantify their use of English. And here we have, for example, a representation of this participant who says, for her professional life and for her personal life, how she uses English. So here she's got 20% for oral speaking in her professional context, with 40% of mails and publications articles. So 60% of her professional life is used speaking English. 1% in her personal life for songs, films, and loisirs, or going on holiday. And here again we have a participant who has detailed to a great extent all the uses he has of English for his professional work, and much less detail in his personal life. So this was an interesting visual representation of the importance of English for professional uses. And we have perhaps the beginnings of a diglossic separation of using English for academic and professional contexts. So through these initial contacts with language and my study, I became more and more aware of the ideological discourse that my participants were engaging in. So for example, quand on fait des sciences, il faut avoir un bon niveau d'anglais. So the original is the French that I carried out. The interview was in French and I've put the translation. Some of my participants decided to carry out the interviews with me in English. So for example, French is not made for science. French embellishes too much. English is an elegant shortcut. So beliefs that English is a better language for scientific communication. Or
other beliefs such as you have to adapt to your scientific community. And what this participant meant was that I'll use English, I'll use Chinese, I'll use the language that my scientific community requires me to use. So when the participants are voicing these ideological discourses, then if they are involved in higher education, then these ideologies are going to be communicated to the students. And this brings me to the EMI classroom. Because the initial citation that I presented you with, to be good at science, you need to be good at English, if I put it back into context, it was when I was speaking to an EMI teacher, one of the first at Nantes University, who believed that her students really needed to have classes in English. And this is an example of her classroom. It's a laboratory class at Nantes University. And I observed 3 different teachers teaching in English. And in keeping with Soren Kling's study, she's in another room at the moment, and in keeping with Airy's studies, the teachers that I interviewed who are EMI teachers all said, "Je n'enseigne pas l'anglais, I don't teach English, but I teach in English." So I said, okay. So I went and observed these lessons. So tell me if you think they're not doing some language work here. So the teacher said, "What will happen to the pH?" The student says, "It will fall down." The teacher says, "It will decrease." Here in another extract, "How do you write the equations?" The student replies, "pH égale." And the teacher says, "Yes, pH equals." So she's reformulating, she's checking, she's wanting to provide English words. Here we have a beautiful trans-language extract with some code switching straight from the start. So fresh water is eau douce, okay? She's talking about physiological solutions and the osmolarity between certain animals and water. And so she then starts giving examples, and she says, "So do you know what is grasshopper?" And the students say, they show that they know the answer by giving it in French. Sauterelle, yeah, lobster, do you know lobster? Homard, yes, and jellyfish, méduse, yes. So this is a very good example of the literature on translanguaging in a pedagogical context. And it's very specific to this context here at Nantes University. We could not transpose this to a non-English French bilingual setting. It wouldn't work in another country. So it's a very local example. So to go back to this citation that I was interested, to be good at science, you need to be good at English. And I wanted to define these 2 concepts, good at science and good at English, by looking at what the participants said, because my idea of what being good at English or being good at science would be very different to their own. So what do we see? That to be good at science does not mean being able to manipulate a machine or carry out an experiment. What we see here as linguists, and we'll be happy about this, is that it's all about language. To be good at science in the interviews and the questionnaire was described as being able to publish your research, to talk about your research, to collaborate with other research, to be recognized, and to have a voice, which is Blomart's way of defining voice by being understood. And coming into contact with other people in interactions, and how to position oneself to the native speaker model, which is part of Jennifer Jenkins' exciting research. To be at ease. So competence here, good at English, is not being good at grammar or passing a TOEIC test. It's to be at ease. And this I've really picked up on in my own teaching practices. Well, being at ease is something you can work on. It's not really much to do with just the language. It's about being in a certain situation and how to get by to make yourself understood.
And to finish, I would like to think about these points. I've been convinced by the validity of studying language attitudes, language teaching in the local context, and that's why I'm very happy to come to conferences like this, where we can compare notes. The EMI in France is not the same as the EMI in Brazil. There might be some similarities, but then we can compare notes. But I think that the starting point is really the interactions in their local contexts. When we talk about competence, which I'm going to be talking about with the Danish team, we need to talk about the competence as it is defined by the people who are being evaluated. I think the test of English that we are going to propose at Nantes University should be in accordance with the needs of those who are going to be evaluated. And I think no one here will disagree that being a multilingual speaker is an advantage, and I think institutions need to make this part of their program and to encourage this. And for example, how would you put forward your multilingual competences? Well, for example, defining what internationalization means for your institution and how you are going to, with concrete examples, implement your own definitions of internationalization. Thank you very much. Merci beaucoup Alexandra Reynolds. Des questions vont certainement surgir sur votre recherche et ses résultats. C'était juste Juste une petite votre définition, votre exemple, votre citation de la loi Fioraso, et vous avez fait l'erreur qu'ont fait tous les journalistes français, vous avez pris la version proposée au Parlement. Ce n'est pas du tout la version qui a été votée. Les versions qui ont été votées, je vais vous la donner. La langue de l'enseignement d'examen des concours, ainsi que les thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement, et le français. Des exceptions peuvent être justifiées. Alors, nécessité de l'enseignement des langues, culture régionale, lorsque les enseignants sont des professeurs étrangers, et ainsi de suite. Il y a une liste d'exceptions, 4 exceptions possibles. Mais la phrase telle qu'elle est, ça c'est la version première, celle qui a été proposée au Parlement et qui a été amendée. C'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque cette version-là, les journalistes n'ont pas fait leur travail de journaliste, et ce qui fait que ça a été une catastrophe au niveau international, puisque les gens pensaient que il y avait cette pression de la part des grandes écoles notamment, de enfin légaliser l'usage de l'anglais, etc., etc. Et finalement, ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire, cette loi-là, en réalité, renforce la loi Toubon. Donc, voilà. Donc, vous allez sur les J-France. Oui, c'est là où je regarde les J-France, oui, oui. Bien, Vous n'avez pas de questions? Non. Alors, D'accord. Non, mais c'est une précision importante, effectivement, à ce sujet. Alors, une autre question. Thank you for your presentation. That was really interesting. And actually, my research is very similar to yours because I'm doing EMI in French higher education and also looking at scientific communities. But I found some different results when you mentioned that some of your participants express they're ashamed, they feel inferior, etc. My participants, on the other hand, say, "Oh, you know, we don't care about native English standards, etc." There could be a lot of reasons why, but I was just wondering if your participants, did they volunteer to teach in English, or was it the institution who told them to switch? Because that would obviously affect their attitudes. Yes, the three participants that I interviewed and observed had all volunteered, very much so, to do the teaching, to teach in English. It was in no way imposed upon them. They wanted to do it. What is the context of your participants? Oh, okay, great.
D'autres questions? Oui, ce sera la dernière parce que nous avons un retard qui s'accumule. C'est juste une question d'analyse, merci, d'analyse des discours que vous avez recueillis. Vous parlez d'être à l'aise. Je ne sais pas si vous avez approfondi ce que ça veut dire, parce que vous dites que ce n'est pas la correction, etc. Par ailleurs, j'ai vu en anglais, mais j'ai vu rapidement, j'ai entendu plutôt que vous utilisiez easy, ce qui n'est pas la même chose que être à l'aise. Et donc, s'ils ont répondu en anglais et dire qu'ils s'expriment facilement, ce n'est pas la même chose que d'être à l'aise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être à l'aise? Ça couvre beaucoup de choses. Vous dites que ce n'est pas la correctitude, mais peut-être que c'est justement ça, le fait qu'ils aient peur, comme on le disait le premier jour, ils aient peur de faire des erreurs, ou qu'ils aient un accent pourri, ou que je ne sais pas. Mais donc, ça n'exclut pas l'idée de trouver facilement ces mots. Donc, il y a beaucoup de choses sur la compétence d'expression qui sont derrière. Donc, il faudrait peut-être approfondir ça. Oui. Là, les données sont en français. Moi, j'ai fait ma présentation en anglais, mais c'était pas easy, c'était to be at ease. At ease, oui. Mais traduire être à l'aise and to be at ease, il y a peut-être des différences de sens quand on traduit d'une langue à l'autre. Et c'est pour ça que quand je regarde mon corpus, je le regarde dans sa langue. Je ne travaille pas dans une version traduite. Mais ça, la traduction n'est pas mon domaine. Mais je vais approfondir cette question. Merci. Ça pourrait être be self-confident? Oui. To be self-confident. Ça veut dire beaucoup de choses. Ben oui, c'est pour ça que je voulais, c'était mon but de chercher plus loin ce que ça voulait dire pour les participants. Et en citant les contextes dans lesquels ils n'étaient pas à l'aise, donc je ne suis pas à l'aise parce que je ne suis pas drôle, je ne suis pas à l'aise parce que je n'arrive pas à improviser. Donc j'ai inversé, j'ai dit, bon, pour eux, à l'aise, c'est improviser, être drôle, être complexe. Donc j'ai trouvé une réponse en allant à l'envers, à partir du négatif. Je ne sais pas si c'était une bonne façon. Vous avez défini en acte, par des actes, ce que veut dire être à l'aise. Bien, Merci. On voit que la prochaine communication va être tout à fait dans la continuité. Donc, on va accueillir Marianne Lattès, qui va nous parler de la qualité des formations scientifiques en anglais à partir d'une perspective ethnographique. Donc, vous allez pouvoir aussi confronter vos méthodologies respectives. Just trying to get my key out. So, I think, is this working? So, I try to put most of my slides in French and my presentation will be in English. So, I'm going to be this is only a minor part of my research as part of my PhD thesis, but today I'm be talking about the quality of scientific programs which are taught in English or through EMI, English Medium Instruction. So if you hear me using the acronym EMI, that's what I'm referring to. I've put the word quality or qualité in inverted commas because it's always a very tricky term and a bit controversial to be talking about the quality. And, you know, I'm no one to be going around observing classrooms, judging people's English or the quality of the teaching. But I use this word because it's used by Claude Truchot, who will be giving a presentation this afternoon. And he talks about
the fact that scientific programs given in English may lead to formation au rabais. So the idea that you lose in quality, you use in content knowledge when you're teaching through English. So he talks about classes which are recited, limited exchanges, a language which is not as precise, where you can't use in much detail, losing information, perte d'information, and insufficient linguistic capacities on the part of teachers and students. And he says, actually we can talk of globish rather than using English. This is the word, the sort of trendy word which is used. François Grain has also come up with some similar concerns, talking about English which is of poorer quality, a bit hesitant and a bit stereotyped. Laurent Gageot, we can say, maybe has a slightly more optimistic view. He believes that you don't need a perfect knowledge in the language to teach a scientific class. However, it would have to be with the plurilinguist didactic, so incorporating language and content in a way which uses different languages to access as different ways of accessing knowledge. So what I did was, let me go into the field and see what these EMI professors have to say about this. This is still work in progress. I'm doing a case study of the Université Joseph Fourier. I actually saw that at the conference there are a few people from Grenoble, actually. For now, it's still called Université Joseph Fourier. However, in January, it's going to disappear, this university, because it's being merged with two other universities. I just put this because this is part of the internationalization context, and that's quite interesting in itself. So 3 universities are being brought together in order to create une université unique à fort rayonnement international. But for now, I can call it still UJF. So UJF currently have 5 undergraduate programs in English and 17 masters which are given in English. The word Master International is in itself problematic, because what is un Master International? If you go on their website, they vary. It varies between cours en anglais, programme international. It changes. It's interesting. So I started my PhD in 2013. Back then, they only had 11 masters. Now they're up to 17. So just in 2 years, they've added 6 masters in English. So today I'm going to be sharing with you some interview data that I've collected. I've interviewed more participants, but I'm just going to share with you 3 today. I conducted semi-structured interviews that lasted approximately 1 hour, and these are all EMI professors who are also coordinators of international programs in the fields of biology, mechanics, engineering, and energetics. So now I'm going to be showing you, I hope it doesn't last too long, some quotations that I thought were revealing and interesting. My goal is not to judge these people. In fact, I must say before I show you these quotations that these people have put a lot of effort in creating these international programs. So I want to keep this in mind, because I find it's a bit, it's not fair to, some people tend to make fun of people's accents in other presentations or conferences in general, so I want to be very careful that I don't give this impression. So first of all, I was curious. I said, okay, well, who are these students enrolling in these programs? How do you select them? So I asked them. One respondent replies, yeah. So I said, oh, do you require a certain level of English? He answers, yeah. University recommends B2. I don't care about that. They, the students, send me IELTS. I don't care about that. I just call them and see whether they are able to discuss. And in a few minutes, you realize whether the student can make it or not.
If their English is as good as my English, which means a little that you can understand each other, attend the class, write an exam in English, that's fine to me. Okay? This is interesting in itself because even though there are university guidelines, it's actually up to the program coordinator. He can pretty much do what he wants. And this is a very time-consuming process. He calls about 300 different students. He Skypes them to see actually if they can write emails in English, okay, but let's call them and see how they can express themselves. Then I asked another participant a similar question. She started talking about comité d'évaluation d'acquis, des acquis, etc. For about 5 minutes, but she still hadn't mentioned the language. So eventually I said, et vous regardez les notes d'anglais aussi ou pas in the process of selection? She's interesting reply. She goes, non, en fait, non, vous avez raison. Alors moi, je regarde les notes of mathématiques, physique, etc. Parce que comme j'ai marqué sur le site qu'il fallait un niveau minimal, j'ai indiqué la note minimale du TOEFL qu'il fallait avoir. Les étudiants font très attention eux-mêmes à m'envoyer la justification de ça, mais l'UGF ne le regarde pas, par exemple. So already we have a very different situation in another master's where actually they're not selecting through English. And sometimes there's this misconception that was actually mentioned earlier, that English is used as a method of selection. In this case, it actually isn't. They look at the marks of the actual disciplines. Then came the question, do you think that teaching in English has an impact on the content? And these people teach both in French and in English, so they are able to compare. My participant one replies, in a sense, it does, of course, because I think I might be a better teacher in my own language. It's just a matter of how your vocabulary is rich. I couldn't hear actually what he said, but I think that's what he said. Teaching is about making something understandable, and it can help when you can say the same thing in many different ways. Okay, there are lots of things going on in this quote, but it is clear that when you teach to people coming from many different countries, teaching English to French is one thing. Teaching English to an international classroom is another thing. Last year, I can tell you, there were 35 students who were coming from 18 different nationalities, from Indian and French. So, implied, what am I supposed to do? This is quite interesting, so there are 3 things going on. First of all, he says, listen, I am able to say more things in my own language, so. Secondly, he starts talking about what is teaching, what is transmitting knowledge. He's saying it's about making something understandable. But then he's in a case where he's got people, actually in these classrooms there was only one French person. So he says, what else am I supposed to do? So speaking English becomes the default, the fallback position in this case. We can talk about this later if you want. Another professor said, so I said again, do you think it has any impact? Alors pas pour moi, parce que j'ai pas un excellent niveau en anglais, je manque pas mal de vocabulaire. Voilà, je m'aperçois que c'est en grammaire que je suis pas très bonne. Sinon, je comprends bien, je parle bien, quoi. Enfin, je parle couramment, en fait. Mais les articles scientifiques sont très pauvres en termes de vocabulaire. Voilà. Okay? And Alexandra made a good point, I think, or Julia, I can't remember if it was this morning, about what type of English, and everybody has their different understanding of what it is to speak good English. Now, for this professor, maybe it might be scientific English. What is speaking good scientific English? And this is an idea that comes up frequently about scientific English is more simple, easier to learn. This is not me saying this is what they say. The third person says, pas forcément sur le contenu, mais pour un enseignant francophone, et beaucoup de personnes ne veulent pas le reconnaître, je trouve qu'on est quand même un peu limité dans les interactions qu'on a, parce que finalement, ça ne sort pas aussi facilement. Bon, le cours, oui, pas de souci. Le cours, c'est même plus simple à faire un cours en anglais qu'en français. C'est moins alambiqué, c'est plus direct, c'est simple, on sait faire, quoi. Ça, il n'y a pas de souci.
And this is interesting because the more we're talking, these are an hour-long interview, so I have about 25 pages of transcript for each one. But the more she's talking, the more she's thinking about the idea. And then she ends by saying, il faut quand même savoir parler anglais très très bien, être très à l'aise, okay, pour que les cours soient de qualité équivalente aux cours de français, quoi. Okay? So there's this idea that comes up frequently with science professors about the fact that it's easy for me to just sit here and speak in English. But when it comes to interaction, when it comes to transmitting more than just content, then things become a bit more tricky. And then I was curious. I said, well, okay, is there a linguistic dimension in the teaching? As you said earlier, there is actually, when you see the data in the classroom, there actually is. But they say, no, not at all. No, it's not language orientated at all. It is clear that from time to time there might be a vocabulary issue. But papers, books in our domain are all in English. So in sciences, English, you might have students who know the technical words in English even if they're not very good. They're not fluent, but they would know the vocabulary. So this is not an issue. So it's really interesting because if you read superficially these interviews, you could think they don't care about language, they don't realize there are some linguistic issues. Actually, these professors, they are very aware of the linguistic issues, even though they say things like, this is not an issue. But the more I speak to them, the more I realize that it's a very complex idea, and they are aware of the certain difficulties and challenges, even though they tend to fall back to the default position of, okay, we have 10 people who don't understand English, let's just speak English. One more example, then I will go a bit quicker. Non, d'abord, je suis pas capable, et puis c'est pas l'objectif en fait. So this is again the scientific teacher not identifying as a language teacher. L'objectif est de faire comprendre des concepts, des notions difficiles, donc il faut que les termes soient aussi simples que possible. Again, you have this idea that if you bring in several languages, it's just going to become an extra difficulty. Whereas Gageot argues that in fact, you can learn more with different languages, but the simpler the better. One language makes it easier. This is the idea behind these sort of arguments. So these are a few last comments I would like to make. That the notion of plurilingualism is actually really valued by these professors. Most of them are multilingual. Most of them encourage their students to learn languages, etc., but outside of their classroom. And it's a very monolingual way of thinking, where an English medium instruction means everything in English, no French allowed. So this is Laurent Gageot talks about 4 different models, and we fall back on this case that I mentioned, where we have a situation where an L2 is used, so English, but used as an L1. So we're ignoring the fact that everybody is speaking in the second or third or fourth language, but let's do the ostrich technique, where we just pretend that it's, there is no issue. So this is what Laurent Gageot calls L2 comme L1, le mode monolingue endolingue. Rather than, which I think would be slightly better, L2 comme L2, at least you're aware, you're aware of the linguistic challenges, or even better, using L2 in relation to L1. So what Gageot would say is that you would have to make these professors aware of a more plurilingual way of teaching, even though their role is not, in fact, to teach English as such, but use it more as a resource. And finally, because I've only got 2 minutes left, I've tried to, this is model I based on Shaw 2012, where you need an overt, clear language policy, but which is adapted to each context. What do I mean? I mean that it depends on the country that you're in, it depends on the subject, it depends on the level, licence, master, because they have different goals.
It depends on the population, if the entire classroom is international or if they are all French speakers, on the languages of the professors and the students, and les objectifs d'apprentissage. The learning objectives are actually very important and will inform the course design and the teaching practices. For example, a couple of the master's program coordinators are master de recherche. They're not master professionnel, they're master de recherche. This is very important because most of the students end up and doing a PhD. They're people oriented to do a PhD. So this has very different learning objectives than if you do a master professionnel, okay? So that will inform then the course design and what EMI might look like. It depends whether you're aiming for what scientific biliteracy or just transmission content exchange. So as I said, then this informs the course design, so what language the materials are going to be in, what language the seminars are going to be in, as opposed to the lectures. Rather than having this default situation of what I put at the end, le tout anglais, which is not a situation, which is not a one-size-fits-all possibility. Thank you very much. Des questions, des remarques, cette autre recherche du terrain. Thank you very much. I think I found a research buddy. You mentioned the part of the new legislation, which is the COMU, and the regrouping of universities into larger groups of many universities. And I'd like you to help me to understand why this is part of internationalization. Well, that's a big one. Well, so as part of the, I mean, if you go onto the this new website that they've created for the new university, so what they've called UGA, Université Grenoble-Alpes, they're in the middle of, you know, the marketing strategies as well, of finding a logo, all of this. So if I understand correctly, you're asking me how does this come into the internationalization strategies? It's for recruitment. They want to attract students. I've read the policy documents from, it's the same thing all over France, this obsession with attracting students from China, India, South Korea. I mean, that's the making it more attractive, going up in the rankings, this idea that English will bring the best students. I mean, it's the same as every other university, I think. Whether that is successful or not, I can't say. But those are on paper, the reasons that they are giving, attracting students. And there's actually being a shift about focusing no longer on students coming from Francophone Africa, but moving towards the Asian markets. Je peux juste rebondir là-dessus. Ouais. C'est effectivement un argument qui est fréquemment employé, mais il est faux. Il y a 300 000 étudiants francophones en France, dont beaucoup d'Afrique, mais également d'autres parties du monde, qui sont arrivés pour différentes raisons. 300 000. On n'est pas sûr d'avoir 300 000 anglophones qui vont venir. Et ces 300 000 anglophones nous mettront en compétition avec l'Estonie, la Hongrie, etc. Ils regarderont le meilleur rapport qualité-prix, et donc ils auront une vision consumériste de la situation. En plus, on en discutait avec quelqu'un hier, je ne sais plus qui, peut-être que cette personne est ici, le risque qu'on a, c'est d'avoir des mauvais étudiants.
Alors, on aura... C'était pas mon point de vue, hein. Je donnais le discours Oui, officiel. je sais, oui. Je sais que c'est pas ton point de vue. Mais il y a un risque, il faut quand même le dire, un risque d'avoir de mauvais étudiants. Parce qu'on aura un bon étudiant, mettons en physique, chinois, mettons un chinois, bon étudiant en physique et bon en anglais, il ira où étudier? Il ira en Angleterre, en Amérique, en Australie. Et donc, il ira pas dans une vague copie du modèle. Hein. Donc, on aura des étudiants qui sont mauvais dans la matière, bons en anglais, ou bien bons dans la matière et mauvais en anglais. Et ceux-là, il faudra qu'on leur donne des cours d'anglais. C'est quand même un comble. Alors que si on gardait le français, pour attirer ces étudiants, eh bien, on donnerait ce qui manque en France. C'est une bonne politique de FLE pour les étudiants qui entrent dans les universités. C'est ça le gros problème qu'on a. Les étudiants trouvent des stratégies, mais quand même. Mais sinon, voilà, c'était juste pour réagir à votre question là. Mais sinon, j'avais une autre question plus générale qui s'adresse aux trois, en fait. Aux trois personnes. C'est un petit peu le même sujet des trois. Hein, c'était extrêmement intéressant. Je remercie tous les trois d'avoir fait ces communications. Mais ça part quand même du principe que il y a une chose qui se passe, on a un problème, ça ne se passe pas très très bien, comment l'améliorer? Il y a quand même la question qui se pose, est-ce qu'il faut le faire? Hein, est-ce qu'il faut le faire? Ou bien est-ce qu'on continue dans cette voie en améliorant? Alors on finira pas y arriver, après beaucoup de déboires, on finira par y arriver. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux compter sur nos atouts à l'heure actuelle et partir du principe que beaucoup de gens sont prêts à apprendre le français rien que pour venir travailler, étudier en France? Voilà, c'est ça la question que j'adresserais plutôt aux trois. Il y a un côté, mettons, éthique, c'est souvent le cas dans les sciences humaines. Hein. On étudie l'existant et le politique, c'est l'existant ou le passé. Mais le politique, c'est le futur. Mais je pense quand même que ce que nous on dit au niveau des sciences humaines doit avoir un impact sur les décisions qu'on prend, donc décisions politiques. On ne peut pas simplement accompagner un système dont on sait qu'il est basé, comme en l'occurrence cet argument-là, qui est basé sur une erreur très grave. Voilà. Oui, je crois que pour te répondre, c'est un peu l'argument de Claude Truchot, hein, puisqu'il ne sera pas là cet après-midi, mais je parle un peu pour lui, c'est qu'au fait, on n'apprend jamais, quoi. Enfin, je veux dire, on voit que la plupart des programmes IMA posent problème, y compris dans les pays où le niveau d'anglais est très élevé, et voilà qu'on veut faire la même chose. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le point de vue économique pose problème aussi, parce que Francis Holt, dans une intervention il y a 2 ans, disait, donc je crois qu'il est à Lund, hein, ils ont réussi à attirer une population anglophone, notamment asiatique, etc. Mais alors ils se sont dit, bon, mais maintenant on passe à la vitesse suivante, puisque ces personnes-là sont prêtes à payer 10 fois plus pour aller aux États-Unis, on va multiplier par 2 les frais d'inscription. Hein, en gros, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous partis aux États-Unis. Donc, en fait, on essaye de les attirer pour avoir leur argent, mais au fait, bon, ça me fait penser aussi dans les échanges Socrate. À un certain moment, je suis allé à Birmingham, et puis alors, à un certain moment, ils disaient, mais on voudrait avoir vos étudiants dans un master. Et puis alors, je leur dis, ah ben, ça tombe bien, parce qu'à la TILF, on a à peu près, bon, c'était leur truc de discourse analysis, etc. Et puis alors, ils disaient, ah ben non, parce qu'ils viennent chez nous, on ne va pas les envoyer chez vous. Alors, il y a le responsable Socrate de Birmingham qui me dit, but Mark, they want your students and their money too. Donc effectivement, cet argument économique, au fait, c'est certain qu'il ne marchera pas. Donc c'est vraiment vivre dans l'illusion, en fait. This is really a remark and not a question. I wonder if the international strategy is going to hit a wall, as we say in English, because as Asian universities start rising in the world university rankings, they're becoming even more attractive to their students, and they're trying to keep more of their students there. So I'm not so sure. I've said this to my own university as well. I'm not so sure if the China market, it might be drying up sooner than we think. And I think a lot of these programs are relying very heavily on the Asian market.
Yes, well, I mean, the students coming from Asia, they come for the program, but they also come for France, they come for the culture, they come, and this is part of the Loi Fioraso that you mentioned. Now, you know, technically they are supposed to learn French. This is one of the conditions in the law passed by the Senate, that international students, if they come and follow a program in English, they have the requirement to take FLE as part of their degree, and only part of their degree, not 100%, should be in English. So this is a marketing strategy in itself, in a sense, because you get to learn French and English. This is what the universities are saying, I think. I would really like to hear some impressions by some people who work really on language policy and who are, you know, interested in finance or marketing, because my research is looking at the languages and the attitudes, but I feel that sometimes I would like to hear some other impressions of language policy from some other people. Oui, de ce point de vue, est-ce que je peux m'introduire dans le débat parce que c'est des questions je pense, qui vous concernent pour votre recherche. Vous avez fait donc une enquête auprès des enseignants et l'une d'entre vous a quand même réussi à rentrer dans une classe. Alors, pour avoir tenté de faire des enquêtes aussi sur des cours en anglais, je sais que les enseignants qui justement ne sont pas à l'aise ont du mal à laisser entrer. Donc il y a toute disons, un problème éthique qui se pose. Alors vous avez dit, il ne faut pas se moquer des gens. Oui, mais les gens ne vous laissent pas entrer dans les salles de classe. C'est assez difficile. Et se pose ensuite un problème pour ce qui est de publier les résultats lorsqu'ils ne correspondent pas du tout à la politique de promotion de l'université dans laquelle vous êtes ou enseignante, ou chercheur, ou, disons, invitée, ou boursière, etc., etc. Donc c'est très difficile d'avoir des publications sur le résultat effectif de ces interactions en classe, des examens, de ce qui se passe dans les examens. Alors par exemple, j'ai réussi du fait que dans le système universitaire italien, l'examen est souvent oral et public. Donc, on a le droit d'y assister. Je peux vous assurer que ce n'est pas très bien vu, mais j'y étais. Les enregistrements que j'ai faits étaient tels que je me suis trouvée dans la position, par exemple, d'aller exposer le fruit de mes réflexions que je n'ai pas pu publier. Parce que j'ai pensé que j'allais créer un tel problème qu'ensuite je n'allais pas réussir à continuer ma recherche dans mon lieu de recherche. Donc je pense qu'il faudrait aller un petit peu au-delà de les impressions des enseignants et vraiment aller enquêter sur ce qui s'y passe pour qu'ensuite les politiques puissent, comme vous disiez, prendre des décisions. Parce qu'on peut bien sûr améliorer la didactique, mais faisons-le en connaissance de cause. Mais justement, je vais passer les 3 prochains mois à assister à des cours. Donc ça, c'est la continuation, c'est la suite des interviews. Je vais ensuite assister aux cours qui sont donnés en anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de chaque entretien que j'ai fait, j'ai donné la possibilité de le faire en anglais ou en français. Il y en a quand même quelques-uns qui ont choisi de répondre en anglais pour me dire « Ah, bah, pour moi, c'est équivalent, je peux faire en anglais comme en français. » Donc déjà, ça, c'est assez révélateur en soi. Et ensuite, là, un des exemples que je vous montrais, tout l'entretien pendant 1 heure est en anglais, par exemple. Donc ça donne aussi du matériel à examiner. Bien, merci. Alors, elle est vraiment une dernière parce que notre grande organisatrice nous rappelle qu'il y a le déjeuner, puis peut-être que vos estomacs aussi. Non, je vais juste dire quelque chose qui relève aussi d'une certaine morale des enquêteurs. Je sais qu'il est très difficile parce que j'en fais aussi et je recueille des choses qui parfois sont scandaleuses. Je travaille aussi sur des discours de criminels, donc vous imaginez ce que je sors. Là, j'ai entendu quelque chose, c'est Sandra,
sur la capacité de l'anglais de pouvoir servir les sciences et pas du français. L'anglais est une langue scientifique ou bon, vous ne pouvez pas intervenir puisque vous êtes la personne qui fait l'enquête et a priori il faut se distancier de ça. Mais en même temps, on sait très bien sur le plan cognitif que quand et en plus c'était un scientifique qui disait ça, quand tu transformes les représentations mentales, je renvoie à Sperber, en représentation publique, ça se fixe comme un savoir. Et donc on arrive à dire une chose scandaleuse, qui est idéologique, enfin eux, pas vous, hein, entendons-nous, qui est qu'il y a des langues qui ne peuvent pas conceptualiser. Et je rappelle, j'ai pensé en écoutant ces réponses, j'ai pensé à Rivarol, qui disait exactement ça, du français par rapport à d'autres langues, de l'universalité de la langue française, et même à Senghor, qui est encore un personnage aimé, mais qui disait que la grammaire française permet de conceptualiser la science, contrairement aux langues qui permettent juste d'exprimer les émotions comme les langues africaines. Et donc, voilà. Et donc, ça peut être extrêmement grave. C'est non scientifique, mais les scientifiques ne sont pas obligés de connaître la linguistique, ni les sciences cognitives non plus. Mais comment faire? C'est une question. Hein. Je comprends. Je ne dis pas non plus aux assassins qu'il ne faut pas dire ça. Mais en rapport avec ça, oui, il y a Jean-Marc Lévy-Leblond qui écrit un chapitre intéressant à ce propos. C'est un physicien. Jean-Marc Lévy-Leblond. Merci beaucoup. Donc, quelques petits détails pour la suite. Pour le déjeuner, donc, c'est comme hier, c'est-à-dire que c'est en face, vous montez le perron et c'est dans la salle Plantagenet. En effet, Claude Truchot n'est pas là parce qu'il a eu un accident dimanche. Donc, il nous a envoyé un texte.